Imaginez ça. Il y a 1000 ans, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb, des explorateurs vikings mettent le pied en Amérique du Nord. Ils bâtissent une colonie, puis pouf! Après quelques années à peine, ils disparaissent. On va se pencher sur un des plus grands mystères de l'histoire. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à abandonner un monde complètement nouveau? Et attention, là on ne parle pas d'un conte de fées ou d'une légende, c'est du concret. En 1960, à Lens-aux-Meadows, ici même à Terre-Neuve, des archéologues ont fait une découverte incroyable, les vestiges d'une colonie viking. On a trouvé des maisons, des outils, des artefacts, la preuve, noir sur blanc, qu'ils ont vraiment été là. D'un coup, l'histoire est devenue palpable, bien réelle. On parle de l'an 1000 environ. Juste pour se donner une idée de l'échelle, là, c'est quasiment 500 ans avant le fameux voyage de Colomb. C'est énorme. Alors c'est justement là que le mystère commence. Ils trouvent une terre qui semble parfaite, ils s'installent et silence radio. Disparu. Ils sont repartis. La question qui tue et qui nous chicote depuis des décennies, c'est « mais pourquoi ?» Bon, pour essayer de comprendre pourquoi ils ont levé les feutres, il faut d'abord se demander ce qui les a attirés là en premier lieu. Parce que le Vinland, c'était pas juste un bout de terre quelconque. Non, c'était carrément une promesse. Alors, comment tout ça a commencé? Eh bien, tout part d'un marchand, un certain Bjarni Herjolfsson, qui, en pleine mer, se perd et est dévié de sa route. C'est là qu'il aperçoit des terres inconnues, couvertes de forêts. Il n'accoste pas, mais il revient avec cette histoire. Et cette histoire, elle vient aux oreilles de Leif Eriksen. Lui, c'est pas le genre à hésiter. Il achète le bateau de Bjarni, il refait le trajet et il fonde le tout premier campement européen en Amérique. Et ce qu'ils découvrent là-bas, c'est au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Pensez-y, des hivers doux, presque sans neige, des rivières qui débordent de saumons, plus gros que tout ce qu'ils avaient jamais vu, des prairies riches, parfaites pour leurs troupeaux, et le clou du spectacle, des raisins sauvages qui poussent à profusion. Pour des gens qui arrivaient du Groenland, une terre de glace et de roches, c'était littéralement le paradis sur Terre. C'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça le Vinland, la terre du vin. Et c'est ça qui rend leur départ si inexplicable. Mais voilà où ça se corse. Pour savoir ce qui s'est passé, on n'a pas de journaux de bord, pas de rapport officiel. Tout ce qu'on a, ce sont des histoires. Des récits qui ont été racontés de bouche à oreille pendant des siècles avant d'être finalement mis par écrit. Et le gros problème, c'est que ces histoires se contredisent. En gros, on a deux sources principales, la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge. Sur papier, elles racontent la même grande aventure, mais quand on regarde de plus près, les détails importants, les raisons des personnages et même qui est le héros de l'histoire, tout ça change complètement d'une saga à l'autre. Prenons un exemple, un moment absolument crucial, la toute première rencontre avec les peuples autochtones que les Vikings appelaient les Skrellings. Alors, comment ça s'est passé? Pacifique? Violent? Ça dépend de la saga qu'on lit. Le contraste est frappant, pour ne pas dire plus. Dans la saga des Groenland, on nous décrit un acte d'une brutalité incroyable. Les hommes de Thorvald Eriksson tombent sur 9 autochtones et sans aucune provocation, ils en massacrent 8. Évidemment, ça déclenche des représailles. Mais dans la saga d'Éric le Rouge, c'est tout le contraire. On parle d'une rencontre pacifique, d'échanges commerciaux, du tissu rouge contre des fourrures. Le conflit éclate seulement plus tard et par accident quand un taureau effraie les autochtones. Alors, massacre gratuit ou commerce paisible? Les deux versions ne peuvent pas être vraies en même temps. C'est impossible. Et si on veut voir à quel point ces histoires peuvent être différentes, il faut s'intéresser à un personnage en particulier. Un personnage à la fois fascinant et, disons-le, terrifiant. Frédis, la propre fille d'Éric le Rouge. Parce que qui était vraiment Frédis? Eh bien, selon la saga qu'on consulte, c'est soit une héroïne de guerre d'un courage fou, soit une meurtrière calculatrice et sans pitié. Il n'y a pas de juste milieu. Les deux portraits sont totalement, absolument incompatibles. D'abord, la version héroïne. Dans la saga d'Éric le Rouge, on a une scène de bataille. Les hommes vikings, terrifiés, prennent la fuite devant les Skrellings. Mais pas Frédis. Elle, enceinte, elle ramasse l'épée d'un homme tombé au combat. Elle déchire sa robe pour exposer sa poitrine et elle se frappe le torse avec le plat de l'épée en hurlant. L'image est tellement sauvage, tellement inattendue, que les Skrellings sont terrorisés et s'enfuient. À elle seule, elle sauve tout le monde. C'est l'image d'une guerrière légendaire. Maintenant, accrochez-vous. On passe à la saga des Groenlandais. Là, c'est une autre histoire. Freydis monte une machination pour que son mari et ses hommes attaquent et tuent un groupe de Vikings rivaux. Ils le font. Mais quand vient le temps de tuer les 5 femmes du groupe, les hommes hésitent. Ils refusent. Alors Freydis, elle demande une hache
et elle abat elle-même froidement les 5 femmes. Alors la question se pose, comment la même femme peut être à la fois l'héroïne qui sauve son peuple et une meurtrière de masse qui tue des innocents à la hache? Des contradictions aussi extrêmes, ce ne sont pas juste des détails qui ont été oubliés, non, ça pointe vers quelque chose de bien plus fondamental. Ça nous force à nous demander non seulement comment l'histoire a été racontée, mais surtout pourquoi elle a été racontée de cette façon. Alors, récapitulons. D'un côté, un premier contact violent, de l'autre, pacifique. Dans une histoire, le grand leader, c'est Leif Erikson et sa famille. Dans l'autre, c'est un autre homme, Thorfinn Karlsefni. Freydis, on l'a vu, passe de tueuse psychopathe à héroïne de guerre. Même l'ambiance générale change. Une version est brute, sanglante, centrée sur les querelles de famille. L'autre est beaucoup plus propre, plus justifiable, avec des notes presque chrétiennes. Et la clé de toute cette énigme, elle se trouve dans un concept simple, la tradition orale. Il faut bien comprendre que ces histoires n'ont pas été écrites sur le champ. Pendant des centaines d'années, elles ont été racontées, de père en fils, de conteur en conteur. Elles ont été répétées, modifiées, embellies, bien avant que quelqu'un ne les mette sur un parchemin. Et une histoire qui voyage de bouche à oreille, forcément, elle se transforme. Alors, la théorie qui prévaut chez les historiens, c'est à peu près ça. Étape 1. Il y a eu de vrais événements au Vinland. Étape 2. L'histoire de ces événements, probablement assez brutale, a été racontée pendant des générations, en se concentrant sur la famille d'Eriksson. C'était la version raw, si on veut. Étape 3. Des siècles plus tard, quand on décide d'écrire cette histoire, la société a changé. Le christianisme est arrivé, les valeurs ne sont plus les mêmes, alors on réécrit l'histoire. On la nettoie pour qu'elle corresponde à cette nouvelle mentalité. Ce qui amène la plupart des experts à penser que la saga des Groenlandais, la version violente, crue avec des personnages complexes, est probablement la plus vieille, la plus proche de l'histoire originale, et que la saga d'Éric le Rouge, elle, serait une réécriture délibérée, une version polie, plus héroïque, faite pour ne pas choquer un public devenu chrétien. Mais pourquoi se donner la peine de réécrire l'histoire? La réponse est simple. Pour avoir l'air de héros, pour se donner le beau rôle. Dans la version propre, les Vikings ne sont plus les agresseurs, non, ils sont en légitime défense, ils se font attaquer en premier, ils ne tuent que des hors-la-loi. Bref, on transforme une invasion potentiellement sanglante en une aventure noble et justifiable. C'est du marketing historique, en quelque sorte. Et tout ça nous ramène à la question du début. Si on part du principe que la version la plus ancienne de l'histoire, la plus brute, est aussi la plus proche de la vérité, si cette version montre des colons capables d'une violence inouïe, et si leurs propres descendants ont senti le besoin de nettoyer cette histoire pour la rendre plus acceptable, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui s'est réellement passé au Vinland? Ça laisse songeur. Peut-être que la vraie raison de leur départ, c'est que le conflit est devenu tellement violent, tellement insoutenable qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de fuir. Peut-être que le Vinland n'a pas été simplement abandonné, mais qu'il a été perdu dans une guerre si brutale que l'histoire elle-même a dû être réécrite.